Il est 13h à Bamako en ce dimanche 23 mars 2025, 23e jour du mois de Ramadan. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le journal, Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, assistance alimentaire dans la région de Ménaka. 800 tonnes de riz ont été données aux couches vulnérables de la région par le commissaire à la sécurité alimentaire et la ministre en charge du développement social. L'invité de ce 13h dimanche est le directeur national des productions et industries animales. Avec lui, il sera question de l'opération de distribution de l'aliment bétail aux éleveurs et cotonculteurs. 21 600 tonnes d'aliments bétail seront mises à leur disposition. Actualité hors de nos frontières, en Turquie, la justice ordonne l'incarcération du maire Ekrem İmamoğlu, principal opposant au pouvoir, une nouvelle qui risque d'aggraver la colère qui traverse le pays. Puis au Cameroun, Maurice Kamto, le principal opposant du président Paul Biya, accuse le pouvoir d'un complot pour empêcher sa candidature. Un peu plus loin, en Israël, l'Israël a mené aujourd'hui une attaque de drone contre une voiture dans une localité du sud du Liban, au lendemain de l'escalade la plus violente depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre. Et puis en sport, la 8e journée du championnat national de basketball a pris fin ce week-end. En football, aussitôt, la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 achevée. La 6e de mars ce dimanche avec 2 rencontres. Est-ce que vous saviez également que le CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati est un exemple en matière d'intervention chirurgicale, principalement dans le domaine de la traumatologie et de la neurologie. Nous allons découvrir tous ces équipements dans Focus Santé en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Je vous emmène directement à Ménaka où une mission ministérielle séjourne actuellement. La mission humanitaire conduite par le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré, et du commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Ag Mohamed Ali. Ils ont fait un don de 800 tonnes de riz aux couches vulnérables de la région. Une assistance alimentaire appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Le commentaire est signé Bemba Sibi. Des membres du gouvernement dans la partie septentrionale du pays, une mission qui a un double objectif, apporter le message d'encouragement du président de la transition à la population de Ménaka. Le second objectif est d'apporter une assistance humanitaire à ses compatriotes partout où qu'ils se trouvent. Le but est d'atténuer les souffrances des populations. La mission, conduite par la ministre de la Santé et du Développement social, a remis 800 tonnes de riz aux populations vulnérables de la région. Redouane Ag Mohamed Ali, ministre commissaire à la sécurité alimentaire. C'est ainsi que, suivant instruction du président de la transition, chef de l'État, une aide rapide de 1000 tonnes de riz a été mobilisée par le commissariat à la sécurité alimentaire et s'est traduite par la distribution gratuite de 800 tonnes de riz, soit 16 000 sacs de 50 kg, déjà disponibles à Ménaka. Et 200 tonnes sont en cours d'acheminement et serviront de stock d'urgence auprès du gouverneur au profit des populations fortement éprouvées. Ce geste est un véritable ouf de soulagement pour les populations de Ménaka qui, avec les attaques terroristes et le blocus de plusieurs mois, ont vu leur activité économique paralysée. La satisfaction a été grande et les engagements de soutien à la transition plus marqués au dire des différentes autorités de la région. Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a toujours souhaité le meilleur pour tous les Maliens, où qu'ils soient. Et Ménaka fait partie de cette frange. L'année dernière déjà, on a été ici et on vient avec 800 tonnes de riz pour les populations vulnérables. Après la cérémonie de remise, le ministre de la Santé s'est rendu au centre de santé de référence de la localité pour s'enquérir des conditions de vie et de travail du personnel soignant. C'est un centre de santé de référence qui est très grand, qui a beaucoup d'espace, qui est très propre, avec tous les services qu'il faut. Ils ont quelques problèmes par rapport aux équipements et aux ressources humaines.
On a tout noté, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Le point positif, c'est qu'il y a une très bonne collaboration entre le centre de santé de référence et l'infirmerie de garnison. Donc cette collaboration permet, parce qu'on sait que les ressources sont rares au centre de santé de référence et que c'est la direction centrale du service de santé des armées qui vient en aide parfois pour les aider. On a trouvé un personnel assez engagé et le personnel, il y a beaucoup aussi qui ne sont pas sur place. Des préoccupations auxquelles le ministre a déclaré avoir pris bonne note et promet d'apporter des solutions dans un bref délai. 13h04, rupture de jeûne collective hier à Kati, Malibougou, avec les ministres en charge de la défense et des anciens combattants et celui de la justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la 2e édition Sunkalo Solidarité, une initiative du président de la transition visant à témoigner la solidarité du gouvernement envers la population. Ibrahim Kaou Konaté était sur place. C'est dans une atmosphère de convivialité que le général de corps d'armée, Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, et le garde des Sceaux, Mamadou Kassogué, ont rompu le jeûne avec les fidèles de Kati Malibougou. Cette action du gouvernement de la transition envers la population s'inscrit dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité. Général de corps d'armée, Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a instruit au gouvernement de se rapprocher davantage des Maliens, d'être à leur contact, de partager leur joie et leur peine, de faire de leurs préoccupations la priorité numéro 1 de l'action publique. C'est pourquoi le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a dépêché les membres du gouvernement dans toutes les communes pour partager ce moment privilégié d'union et de partage qu'est la rupture du jeûne du Ramadan. Lorsqu'un peuple est uni et solidaire, comme les Maliens le sont aujourd'hui, Allah lui-même apporte son appui. Ce moment a permis aux autorités d'être plus proches des citoyens. Mamadou Kassogué, ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. Au Mali et dans les principes religieux, donc la générosité, le partage, l'entraide sont des valeurs que nous avons en commun et des valeurs que nous devons perpétuer dans tout ce que nous faisons. Ce geste de solidarité a été hautement salué par les forces vives de Kati Malibougou. Bourema Togo, président du conseil communal des jeunes de Kati. Nous apprécions ces gestes-là et plus que jamais notre nation a besoin de ça, que les plus hautes autorités du Mali se rapprochent de la population. Ce moment de spiritualité, de convivialité a été non seulement l'occasion de renforcer les liens, mais aussi de célébrer les valeurs de solidarité. Parlons d'élevage à présent. L'opération de distribution de l'aliment bétail issu de la trituration des 10% de graines de coton de la campagne agricole 2024 mise à la disposition des éleveurs et des cotonculteurs du Mali a été officiellement lancée par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. 21 600 tonnes d'aliments bétail ont été mises à la disposition des éleveurs et cotonculteurs. Cette initiative présidentielle qui concerne toutes les régions et le district de Bamako doit normalement se poursuivre jusqu'au 31 juillet prochain. Et justement, pour en parler, nous recevons comme invité le directeur national des productions et industries animales, Djakarija Ouattara. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, donner 10% des graines de coton de la campagne agricole pour en faire de l'aliment bétail, qu'est-ce que cela représente essentiellement pour les éleveurs? Ou bien est-ce qu'il y avait un manque? Bonjour, monsieur Delirotène. Je vous remercie pour nous avoir donné l'occasion de parler d'une activité phare qui tient au département et à l'ensemble des fêtières. Donc, pour revenir à votre question, il faut reconnaître que ça fait plusieurs décennies que les déficits alimentaires récurrents durant la période de soudure, concernant mars, avril, mai, donc impactent beaucoup les productions animales, que ce soit la production de lait, la production de viande, donc ça impacte beaucoup. Donc, pour relever ces défis, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors du Conseil supérieur de l'agriculture, plus précisément la 12e session du Conseil de l'agriculture, a décidé de mettre à la disposition des éleveurs et cotonculteurs 10% des productions de graines. C'est pour pallier à ces difficultés récurrentes que les animaux subissent durant la période de soudure.
Et donc, ça veut dire qu'il y avait un manque récurrent à l'époque. Tout à fait. Il y a un manque récurrent durant la période de soudure. D'accord. Et est-ce que les éleveurs vont recevoir cet aliment bétail gratuitement ou bien ils devront payer une somme forfaitaire? C'est un aliment bétail subventionné. Donc, si on prend le cours de la tonne aujourd'hui, ça fait 300 000 francs la tonne sur le marché. Donc, or, nous cédons cet aliment-là, la même tonne, à 195 000 francs. Prix usine S-Work. 195 000. 195 000. D'accord. Donc, c'est la deuxième édition, normalement. C'est la troisième édition. La troisième édition. Ouais. Mais est-ce que déjà, il y a eu un impact depuis que cette opération a commencé? Oui, il y a eu un grand impact. Si vous le constatez, vous devrez le constater avec moi. Ça fait à peu près maintenant plus de 3 ans que le prix de la viande n'avait pas augmenté sur le marché. Donc, se dit à ces tapis présidentiels, aux embouchères et aux laitiers, que les prix des animaux n'ont pas fluctué. Et que si les prix n'augmentent pas, cela va sans dire que les bouchers auront des animaux à un prix bas et qui vont mettre à la disposition de la population lambda à des prix bas aussi. D'accord, très bien. Et j'imagine aussi que les petits ruminants ne sont pas concernés par cette campagne. Pourquoi? Ouais, c'est dû au fait que quand on prend pour cette année, il y aura 430 000 têtes de bovins qui seront couverts par ces 10%, sur un effectif de 14 millions de têtes. Donc ça fait les 3,08%. On ne peut pas dire que c'est insignifiant, mais nous souhaiterons que ça peut être augmenté afin d'élargir à d'autres espèces animales. Si en élargissant à d'autres espèces animales, l'impact ne sera pas visible sur le terrain. Or, nous cherchons à ce que l'impact soit visible et que la population lambda sache que le président de la transition a fait quelque chose pour eux. Mais en donnant à tous les cheptels, donc il n'y aura pas d'impact. Donc, oui, bien sûr, parce qu'il y a 20 000, si j'ai 20 millions de moutons et 30 millions de caprins, ça fait 50 millions. 50 millions. Donc, si on ajoute à cela les 14 millions de bovins, ça fait les 64 millions. 64 millions pour 21 600 tonnes. Ah. Ouais, vous voyez que c'est insignifiant. C'est pour ne pas disperser nos efforts qu'on s'est limité seulement aux grands ruminants, afin que l'impact soit visible au niveau de la population lambda. Ok. Alors, vous avez parlé d'impact. Je me dis qu'avec cette opération, les éleveurs devraient dépenser moins dans l'embouche. Mais est-ce que cela aussi aura un impact sur le prix des bovins? Ça veut dire que, est-ce qu'on aura les bœufs à moindre coût? Ouais, c'est presque la fête. Ouais, c'est la loi du marché. S'il y a suffisamment d'offres sur le marché, plus que la demande, ça veut dire que le coût va baisser. Parce que l'appui là va concerner l'ensemble des embouchères de la République du Mali et l'ensemble des producteurs laitiers de la République du Mali. Donc s'il y a suffisamment d'animaux embouchés sur les marchés et que la demande n'est pas conséquente, les prix vont baisser obligatoirement. Et c'est ce que nous avons constaté les 2 dernières années. Mais est-ce que vous faites un suivi après? Bien sûr, il y a un comité de suivi qui est mis en place. Il y a un comité de suivi interministériel qui concerne 3 ministres. Le ministre de l'Agriculture, des Industries et du Commerce et celui de l'Élevage et de la Pêche. Donc, à côté de cette commission nationale, il y a un comité de suivi technique qui concerne les structures centrales, notamment la DNPA, la DENI, la Direction nationale des industries et l'agriculture. Donc, qui est représenté par le conseiller technique, qui est le président de la commission technique. Dans cette commission, il y a la CMDT et l'ensemble des interprofessions. L'interprofession lait, l'interprofession bétail-viande et l'interprofession des cotonculteurs. Donc, il y a un suivi. Donc, dans la mesure où il y a un cahier de charges, donc un cahier de charges qui est établi entre les gouverneurs des régions et l'ensemble des fêtières. Donc, il y a aussi une lettre d'engagement que le bénéficiaire s'engage à ne pas vendre les animaux à l'extérieur. Les animaux sont vendus uniquement au niveau des marchés locaux. Donc cette lettre d'engagement est établie entre les DERPIA et les bénéficiaires. Donc nous, membres de la commission de suivi, nous faisons 2 ou 3 missions pour voir réellement si ces applications-là sont faites sur le terrain. Il n'y a pas d'engagement aussi par rapport à ne pas dépasser un prix, par exemple? Pour les animaux embauchés? Oui. Non.
D'accord. Ouais, non. Ça nous ferait plaisir quand Non, même. non. Parce que on ne peut pas mettre un prix. Les animaux en boucherie ne sont pas les mêmes catégories. D'accord. Voilà. Donc en fixant un prix, mais on peut biaiser le circuit commercial. D'accord. Mais on sait très bien que s'il y a suffisamment d'animaux sur le marché, ça va baisser obligatoirement le prix des animaux. Très bien. En tout cas, ce qui est bien dit. Merci en tout cas, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes le directeur national des productions et industries animales, monsieur Djakarija Ouattara. Merci d'être passé par là. Tout le plaisir est pour moi. Alors, nous continuons ce journal juste après ce qui suit. Actualité étrangère à présent, nous commençons par la République démocratique du Congo. Les rebelles de l'AFC M23 ont annoncé leur retrait de Walikale, centre dans le nord Kivu, localité qu'ils occupaient depuis mercredi. Ils disent vouloir ainsi favoriser un climat propice au dialogue, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Lassine Keita, bonjour. Bonjour Moussa Papa. Merci de me rejoindre. Avec cette annonce de retrait de l'AFC M23 de Walikale Centre, comment se présente exactement la situation sur le terrain ? Une annonce de retrait qui reste pour le moment à matérialiser sur le terrain tant la situation est totalement confuse. Selon des sources locales, des détonations ont été signalées pendant une grande partie de la journée à Walikale Centre, provoquant une vive inquiétude des habitants qui ont préféré rester à la maison. Les quelques audacieux qui sont sortis affirment avoir aperçu des combattants circuler dans les rues. Les éléments de l'AFC M23 étaient encore visibles dans certains quartiers de la ville. Quant à l'armée congolaise, elle a de nouveau fait voler son aviation au-dessus de la cité. Les sources locales indiquent que l'aérodrome semblait être la cible des tirs et les groupes armés locaux qui soutiennent les FARD, les Ouazalando, sont signalés à environ 10 km de Walikale Centre. Moussa Papa, cette localité du Nord Kivu vit des tensions et il y règne actuellement une confusion malgré les retraits annoncés de l'AFP et M23 pour donner une chance pour parler de paix. Les autorités congolaises, faut-il les rappeler, doutent de cette déclaration. L'armée congolaise soupçonne une manœuvre visant à préparer une avancée vers Kisangani, située à environ 400 km. D'après l'armée, les rebelles n'ont pas l'intention de quitter la zone. Merci beaucoup, Lassine Keita, à l'instant sur le dossier congolais. En Turquie, un juge a ordonné ce dimanche l'incarcération pour corruption d'Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Recep Tayyip Erdogan. L'opposant avait été amené la veille au soir avec 90 de ses co-accusés au tribunal, provoquant d'énormes manifestations de contestation. On en parle avec vous, Mohamed Sangari. Bonjour. Bonjour, Moussa Papa. Alors, quelles sont les accusations précises contre İmamoğlu ? Ekrem İmamoğlu, figure politique de premier plan en Turquie, est actuellement confronté à une série d'accusations de corruption qui se rapportent directement à son rôle et à ses responsabilités durant son mandat de maire de la métropole d'Istanbul. Ces accusations englobent un large éventail de fautes présumées, notamment la gestion inappropriée et potentiellement illégale de fonds publics importants, ainsi que des irrégularités substantielles dans les procédures d'attribution de marchés publics, soulevant des questions sur la transparence et l'équité de ces processus. Au-delà des accusations de mauvaise gestion financière, certains critiques l'accusent également d'avoir exercé des pressions politiques significatives dont le but ultime serait d'affaiblir l'opposition politique en Turquie. Ces accusations de pression politique ajoutent une dimension supplémentaire et controversée aux allégations de corruption. Cependant, les partisans d'Ekrem İmamoğlu rejettent catégoriquement ces accusations, les qualifiant de manœuvres politiques motivées. Ils affirment que ces accusations sont orchestrées dans le but précis de contrer l'influence politique croissante d'Imamoğlu et de renforcer le pouvoir du président Erdogan et de son parti. Ils perçoivent ces accusations comme une tentative de discréditer un adversaire politique redoutable. L'arrestation d'Ekrem İmamoğlu a provoqué, vous l'avez dit, une réaction publique considérable, déclenchant une vague de contestation d'une ampleur sans précédent depuis les manifestations
manifestations massives de 2013. Des rassemblements de protestation ont eu lieu dans plus de la moitié des provinces turques. Ces manifestations ont entraîné plus de 350 arrestations, soulignant la tension et la répression entourant cette affaire. En réponse à l'occupation de la mairie d'Istanbul par des manifestants, une action directe qui visait à exprimer leur mécontentement, les autorités d'Istanbul ont pris des mesures pour tenter de rétablir l'ordre. Et ces mesures comprennent la prolongation de l'interdiction des rassemblements, une mesure visant à limiter les manifestations publiques ainsi que la restriction de l'accès à la ville, potentiellement pour empêcher l'arrivée de nouveaux manifestants et contrôler la situation. Moussa Papa Aïdara. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré, pour toutes ces informations. Continuons sur le Cameroun. Maurice Kamtou, le principal opposant au président Paul Biya, accuse le pouvoir d'un complot pour empêcher sa candidature. Le leader du MRC a affirmé hier dans une publication que sa candidature est totalement légitime en réponse aux multiples débats autour de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Dans cette publication, il a aussi évoqué un complot politico-judiciaire visant à les disqualifier avant d'inviter ses partisans à se tenir prêts. Au Soudan, après la reprise du palais présidentiel, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan continue son avancée dans la capitale face aux forces de soutien rapide, les FSR du général Mohamed Adam Daglo, dit MMD. Et au cours de cette avancée, elle a repris plusieurs bâtiments symboliques à Khartoum, dont la Banque centrale, le siège des services de renseignement et le musée national. Ces dernières semaines, l'armée nationale a pris un ascendant fulgurant dans la capitale face à celle de son rival, l'armée du général MMD. Et terminons par Israël qui a mené aujourd'hui une attaque de drone contre une voiture dans une localité du sud du Liban au lendemain de l'escalade de la plus violente depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre. Hier samedi, après des tirs de roquettes non revendiqués du sud du Liban, la riposte de l'armée israélienne a fait 8 morts, dont une fillette syrienne et plus d'une quarantaine de blessés. Le ministre français des Affaires étrangères a condamné les tirs de roquettes tout en appelant Israël à la retenue. Allez, du sport à présent. La 8e journée du championnat national de basketball a pris fin ce week-end. En football, aussitôt, la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 achevée. La 6e de mars ce dimanche avec 2 rencontres. Sur le plan national, les 16e de finale de la Coupe du Mali de football prennent fin cet après-midi. Voyons tout cela avec Famourou Dureté. Les 16e de finale de la Coupe du Mali de football prennent fin ce dimanche. L'USFAS joue à Mopti contre AS Kona. FC Gaussou de Bamako reçoit AS Karta de Kaï. Association sportive de Korofina ASCO accueille Malisadio de Kaï. Derby Académie de Bamako affronte Espoir de Nioro. Le Sigui de Kaï offre son hospitalité à l'US Bougouba. FC Diara de Bamako se déplace à Sikasso pour se frotter au Tata National. Pendant ce temps, les étoiles du Mandé se rendent à Gao pour s'expliquer avec Sony AC. CS Diri de Tombouctou et Casse de Sévaré de la Ligue de Mopti s'affrontent pour une place au second tour. Les rencontres débutent à partir de 16h et se déroulent un peu partout à travers le pays. En ouverture ce samedi, tous les cadors ont validé leur billet pour le second tour, notamment le Stade Malien de Bamako, le Djoluba AC, l'AS Real de Bamako, l'AS Bakarijan de Baraouli ou encore Binga FC. Éliminatoire du Mondial 2026 de football, en clôture de la 5e journée, le Sénégal n'a pas réussi à faire plier le Soudan. Dominateur mais inefficace, les Lions de la Teranga ont concédé le match nul 0-0. Le Sénégal reste bloqué à la 3e place avec 9 points, tandis que le Soudan s'installe en tête avec 11 points. Lors de la 6e journée, le Soudan affrontera son voisin du Soudan du Sud, tandis que le Sénégal recevra le Togo, qui a concédé un nul 2 buts partout contre la Mauritanie ce samedi au stade de Kégué. La 6e journée démarre ce dimanche avec 2 matchs. Le duel des mal classés dans le groupe D oppose le dernier Eswatini 1 point à l'avant-dernier Île Maurice 4 points. Dans le groupe F, les Panthers du Gabon, qui sont 2e avec 12 points, seront au Kenya pour jouer contre les Harambee Stars du Kenya qui occupent la 4e place avec 6 points. La 6e journée se poursuivra lundi et prendra fin mardi 25 mars. Les Fauves de la Centrafrique reçoivent ce lundi à 16h les Aigles du Mali dans le groupe I. Ce sera à Casablanca au Maroc. Le Mali est 4e avec 8 points alors que la Centrafrique occupe le 5e rang avec 4 unités dans son compteur. La 8e journée du championnat national de basketball s'est achevée ce samedi 22 mars 2025. Sur le tableau féminin, le Stade Malien de Bamako a gagné de justesse 56-57 contre l'AS Real. Le Djoluba AC a dominé l'USFAS 86-47. Vendredi, toujours
chez les femmes, l'AS Commune 5 a perdu face à l'AS Police 53-95 et le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, a été battu par Calaban Sport Club KSC 70-79. Du côté des hommes, en clôture de la 8e journée, Atar Club de Kidal a pris le meilleur sur lui face à 57-48. Le Stade Malais de Bamako a remporté son duel contre l'AS Siral 68-75. En ouverture, le CRBT a battu le centre Mamoutou Kane CMK 51-42 et Faso Kanou a été dominé par l'AS Police 55-76. Page noire, l'ancien boxeur George Foreman n'est plus. L'Américain, entré dans la légende des poids lourds après sa défaite contre Mohamed Ali lors d'un combat mythique en 1974, puis panthéonisé en redevenant champion du monde 2 décennies plus tard, est mort vendredi à l'âge de 76 ans. Champion olympique en 1968, avant de s'emparer des ceintures WBA et WBC en 1973, Foreman est considéré comme l'un des plus gros puncheurs de l'histoire du noble art, faisant parler de sa grande force de frappe avec des crochets et des uppercuts dévastateurs. Il est devenu une première fois champion du monde en 1973 aux dépens du redoutable Joe Frazier. Ce titre obtenu en Jamaïque aurait pu rester le grand combat de Foreman tant sa domination fut totale. Mais c'est bien sa défaite, la première en 41 combats face au grand Mohamed Ali, qui restera dans la postérité comme l'un des plus grands affrontements de l'histoire de la boxe par son niveau pugilistique et sa férocité de tous les instants. Après 2 jeux secs pour un nouveau titre, celui qu'on surnommait alors Big George est redevenu champion du monde en 1994, le plus vieux de l'histoire à 45 ans et 299 jours. George Foreman a arrêté définitivement sa carrière de boxeur en 1997 avec 76 victoires, 68 avant la limite et 5 défaites. Focus Santé. Le CHU Professeur Bokar Sédissal de Kati est un exemple en matière d'intervention chirurgicale, principalement dans le domaine de la traumatologie et de la neurologie. Pour ces interventions, les chirurgiens travaillent avec des appareils de dernière génération comme le microscope neurochirurgical, le microscope chirurgie de la main et l'amplificateur de brillance, un appareil qui permet d'opérer à foyer fermé. L'hôpital dispose également de l'IRM, imagerie par résonance magnétique, un appareil plus efficace dans le diagnostic des anomalies. Découvrons tous ces équipements dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé. Pour limiter les évacuations sanitaires, le gouvernement du Mali a mis à la disposition du CHU Professeur Boubacar Sédissal de Kati de nouveaux appareils qui vont permettre aux médecins de localiser rapidement le mal et de faciliter les interventions chirurgicales. Et pour procéder à ces interventions, l'imagerie est primordiale. L'hôpital a actuellement en son sein l'imagerie par résonance magnétique, autrement dit l'IRM, qui est plus efficace dans le diagnostic des anomalies. Professeur Salia Koulibaly, chef de service de l'imagerie médicale de Kati. L'IRM est très performant dans l'exploration des structures qui sont très riches en eau, telles que le système nerveux central, l'amostéphale, le rachis, les articulations, les tissus mous, même l'abdomen, en gynéco aussi, en neurologie pour la prostate. Là où le scanner a des limites, l'IRM permet de résoudre ce problème. Si le diagnostic est posé et que le patient doit suivre une intervention quelconque, environ 9 blocs opératoires, tous équipés d'appareils de dernière génération, sont disponibles au CHU Professeur Boubacar Sédissal de Kati. Un hôpital connu depuis plusieurs décennies pour la prise en charge des fractures et des maladies neurologiques. Dans le domaine de la traumatologie, les spécialistes travaillent avec la dernière génération de l'amplificateur de brillance, un appareil qui permet d'opérer à foyer fermé. Cheikh Omar Sanogo, chirurgien orthopédiste au CHI Professeur Boubacar Sédissal de Kati. L'amplificateur de brillance, c'est la radiographie opératoire. C'est un appareil qui nous permet d'intervenir à un niveau sans y être. Un patient qui présente une fracture, par exemple une fracture du fémur ou une fracture de jambe, c'est cet appareil qui nous permet de pouvoir opérer ce patient, de mettre le fer sans pour autant ouvrir la fracture. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, à l'hôpital de Kati, avec ces outils, nous avons la capacité de pouvoir réparer un doigt, quelles que soient les lésions qui sont au niveau du doigt. Même un patient qui se coupe le doigt, si on arrive à nous apporter le bout du doigt avec, dans les meilleures conditions,
Nous avons l'expertise qu'il faut, nous avons l'équipement qu'il faut pour pouvoir remettre ce doigt en place. Youssouf Traoré, neurochirurgien au CHI de Kati. C'est un microscope entièrement numérique, ultra performant, qui permet de faciliter les interventions neurochirurgicales, c'est-à-dire les interventions au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Face à n'importe quelle fracture, l'équipe chirurgicale est prête pour faire l'intervention. Ici, la radio mobile dans le bloc opératoire leur facilite la tâche. Abdoulaye Kane, chirurgien militaire. On fait la prise en charge des urgences neurochirurgicales 24 heures sur 24, que ce soit traumatique, que ce soit tumoral, que ce soit des crises d'épilepsie sur des tumeurs, que ce soit des tumeurs qui saignent au niveau du rachis, au niveau de la tête. Aujourd'hui, avec ces appareils de dernière génération, la direction du CHU, professeur Boubacar Sidi Sall de Kati, est fière de faire face aux attentes des populations, car les offres qui n'étaient pas possibles avant le sont aujourd'hui grâce à l'appui du gouvernement. 13h30. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée par Fousseini Sissoko, mise en ligne à Madisso, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire quoi qu'il arrive. À très vite sur le RTM et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne.